Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. On est en direct de la rédaction de Tétu avec Marion Châtelain à ma gauche. Bonjour. Et Rosane Le Carboulec juste ici qui réceptionnera vos questions si vous en avez. Aujourd'hui, le Facebook Live sera sur l'article qui a été publié vendredi par Marion sur les maisons d'édition LGBT dans la tourmente. Donc Marion, c'est toi qui as réalisé cette enquête. Ça partait un peu de l'information selon laquelle plusieurs grosses maisons d'édition LGBT ont fermé en 2018. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet ? Oui, alors d'abord, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est la fermeture de deux grosses maisons d'édition, les éditions du Phare Blanc qui ont fermé le 14 décembre dernier, celle aussi des Ailes sur un tracteur qui avait fermé un peu plus tôt au début de l'année 2018. Alors, il faut savoir que, de manière plus générale, économiquement, le secteur de l'édition se porte pas super bien économiquement. Et la fermeture de deux grosses maisons d'édition assez historiques, nous, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. On s'est dit qu'il fallait peut-être creuser sur le sujet. Alors, les éditions du Phare Blanc, je voulais reprendre assez brièvement, mais en gros, elles ont été créées en 2007 par un homme qui s'appelle Sébastien Martin, qui a 80 ans aujourd'hui, qui a fait toute sa carrière dans le milieu de l'édition. Il les a rachetées à deux femmes qui les avaient lancées, 7 ans auparavant. Et ensuite, il les a regroupées avec une autre maison d'édition qui s'appelle la Maison de la Cerisay. Et donc, ces deux maisons-là sont devenues les éditions du Phare Blanc. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Il se trouve qu'en fait, les éditions Gay Lesbiennes sont une très très grosse maison d'édition et le fait qu'elles ferment, on s'est dit c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas. Sébastien Martin, lui, nous a expliqué que ça faisait à peu près 2-3 ans qu'ils vendaient quasiment plus rien, ce qui est assez hallucinant. Alors on a voulu en savoir plus. Il y a d'autres maisons d'édition évidemment LGBT qui sont toujours en vie. On a contacté les maisons d'édition KTM qui sont tenues par Isabelle, qui elle existe depuis à peu près 20 ans. Elle rejoint un petit peu ce que disait Sébastien Martin, c'est-à-dire que le secteur se porte moins bien depuis quelques années, qu'il y a eu un peu un âge d'or du secteur au début des années 2000 et qu'au milieu des années, à partir de 2010, ça a commencé un peu à se casser la figure. Et elle constatait aussi vraiment une baisse des ventes depuis 6 ans. Ça c'est pour les maisons d'édition. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est des auteurs justement, des auteurs LGBT qui publient des ouvrages LGBT, vers qui ils se tournent ? Alors justement, donc on a contacté à ce sujet Muriel Douru, avec qui on avait déjà collaboré. Vous pouvez retrouver une vidéo sur le site de Tétu d'ailleurs, de cette autrice, donc autrice illustratrice. Et c'est pas n'importe qui Muriel Douru, parce qu'elle a écrit le tout premier livre pour enfants, publié en 2003, qui s'appelle 10 mamans, et qui était publié à l'époque aux éditions Gay Lesbiennes. Au téléphone, elle me disait c'est la seule maison d'édition qui a accepté de m'éditer et de me publier parmi toutes les maisons d'édition, y compris celles LGBT qui existaient à l'époque. Donc les éditions Gay Lesbiennes ont été reprises par le Phare Blanc, qui finalement n'existe plus aujourd'hui. Donc son livre, qui se vend de manière ininterrompue depuis 15 ans, aujourd'hui n'a plus d'éditeur, et pour elle c'est un peu c'est même très problématique. Elle se retrouve à le vendre comme elle peut sur son site internet, etc., et du coup elle est plus éditée. Donc j'en profite pour dire qu'elle cherche un éditeur, voilà, pour les personnes qui nous regardent sur Facebook. Muriel Douru est à la recherche d'un éditeur, voilà, parenthèse fermée. Pourtant, depuis la publication de ton article, tu as reçu plusieurs messages d'éditeurs et éditrices LGBT qui te disent qu'ils se portent plutôt bien et que eux existent encore et voilà, fonctionnent bien. Tu as pu échanger avec eux, qu'est-ce qu'ils te disent ? Oui, alors on a échangé, c'était très instructif. Je précise juste que l'angle de départ du papier, c'était quand même de dire qu'il y avait deux grosses maisons historiques qui avaient fermé, et du coup nous on se demandait si c'était pas révélateur de quelque chose. Voilà, les personnes qui nous ont contactés, les maisons d'édition qui nous ont contactés, notamment Reine de Cœur, avec qui j'ai eu un échange sur Twitter assez intéressant, nous ont dit que finalement les maisons d'édition qui ont fermé n'ont pas su prendre un tournant. Alors qu'est-ce que c'est que ce tournant ? C'est Internet tout simplement, qui a bousculé complètement les pratiques. Internet et plus généralement la révolution du numérique avec l'apparition des livres numériques. Alors Isabelle Lecoz de KTM, que je mentionnais tout à l'heure, elle nous a dit que Internet a complètement chamboulé sa manière de travailler.
et que pour elle, elle nous confie au téléphone que les éditions du Phare Blanc étaient un peu managées à l'ancienne. Sébastien Martin, 80 ans, 50 ans de carrière dans l'édition. Bon, lui, voilà, il a un peu loupé le tournant. On peut s'imaginer peut-être que c'est pour cette raison que les éditions ont fermé. Elle a lancé le numérique il y a 1 an et demi. Et forcément, ça a tout de suite décollé. Elle a bien vendu, ça marche bien pour elle. Elle est aussi référencée sur Amazon, sur le site de la Fnac. Donc voilà, elle a pris un peu ce tournant-là. Et c'est quelque chose qui a été confirmé par Catherine Florian. Certaines peut-être la connaissent. C'est une des 2 libraires de Violette & Co, une librairie féministe et LGBT qui est située dans le 11e arrondissement de Paris, qui, elle, nous a dit clairement le circuit du livre a complètement changé. C'est plus du tout le circuit traditionnel. Maintenant, il y a à la fois de l'auto-édition, beaucoup plus de parutions en numérique. On passe plus par le circuit traditionnel librairie, etc., vu que des librairies ferment. Donc pour elle, il n'y a pas forcément une baisse dans le secteur, c'est juste que le lectorat, tout simplement, achète différemment. Tu parlais de Reine de Cœur là, il y a quelques minutes. Pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail, ils t'ont contacté, ce qu'on disait un peu, ils t'ont contacté et eux se reconnaissent pas vraiment dans l'article qui a été fait. Ouais, elle se reconnaît pas du tout dans l'article. Elle me dit, je me reconnais pas dans l'article, pas dans la description du secteur qui a été faite dans cet article. Alors, Reine de Cœur s'est lancée il y a 3 ans, c'est une maison d'édition lesbienne. Aujourd'hui, elle compte plus de 50 livres dans son catalogue et elle me dit, les chiffres, c'est tout simplement incroyable. C'est des chiffres d'une croissance annuelle et année après année, depuis 3 ans, c'est de la croissance. Elle me dit, c'est des choses qu'on espérait même pas en lançant la maison d'édition, donc elle est complètement surprise. Et pour elle, le succès tient tout simplement au fait qu'elles ont su prendre le tournant du numérique. D'abord, elles se sont lancées exclusivement sur le numérique et ensuite est venu le format papier. Moi, je lui ai demandé un petit peu les chiffres, voilà, pour pouvoir un peu en savoir plus sur ces chiffres. Elle me dit, en gros, sur 10 livres vendus, il y en a 7 qui le sont au format numérique et 3 qui le sont seulement au format papier. Donc, évidemment, c'est le système inverse. Le système est complètement inverse et pour elle, voilà, c'est pour ça que ça fonctionne et c'est pour ça que d'autres maisons d'édition ont arrêté de fonctionner parce qu'elles n'ont pas su prendre justement ce tournant-là. Et elle me dit, il faut savoir s'y prendre, c'est une méthode de travail. Et si on a la bonne méthode, on constate que le secteur se porte finalement plutôt bien. On a aussi eu un autre commentaire suite à mon article dans lequel on a appris que voilà, les éditions Homo Romance qui ont été créées en 2015 et MXM Bookmark, qui proposent à la fois des catalogues gays et lesbiens, se portent aussi très très bien puisqu'elles se sont adaptées au numérique. Finalement, c'est une bonne nouvelle alors. Finalement, c'est une bonne nouvelle et tant mieux de pouvoir approfondir un petit peu ce papier qui avait suscité quand même quelques vives réactions. Mais c'est une bonne nouvelle et on voit bien que dans le secteur de l'édition, il faut vraiment prendre le tournant du numérique, sinon ça me semble assez compliqué. D'autant plus que le secteur des librairies, on compte plus que 2 librairies LGBT en France aujourd'hui, donc c'est sûr qu'Internet est devenu la nouvelle méthode de vente pour les ouvrages LGBT. Bon, on aura sûrement l'occasion d'en rediscuter sur le site de Tétu et peut-être dans un prochain Facebook Live. N'hésitez pas si vous avez, je ne sais pas si on a reçu des commentaires. On a quelques petits commentaires. Il y a notre collègue Alexis Patry qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, qui nous fait un petit coucou avec des cœurs sur Facebook, voilà, qu'on lui renvoie bien sûr. Il y a Philippe Godard Ramirez qui nous dit salut, Cathy Simon qui nous dit bonsoir, donc on vous salue tous et toutes. Et on a une question de Julien Grisoni qui nous dit bonjour, je ne peux pas vous écouter, mais si vous pouvez répondre à cette question car je vais réécouter ce qui va être dit. Pensez-vous que la création d'une association de promotion de la création littéraire queer et LGBT dans les milieux universitaires, à partir du concours littéraire, peut dynamiser la création littéraire des plus jeunes? Alors, question extrêmement pointue, à laquelle je ne sais pas si on pourrait répondre, mais en tout cas, on peut dire à Julien qu'il y a d'ores et déjà un prix du roman gay qui existe, qui a été créé par les éditions du Frigo en 2013, et qui a par ailleurs un collectif d'autrices queer qui s'est créé il y a pas longtemps, je crois que c'était en septembre, qui s'appelle RERQ, dans lequel on trouve notamment Wendy Delorme et Rebecca Chaillon. Voilà, donc c'est peut-être des pistes à explorer. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Moi, j'avais pas de pistes comme ça, Marion. Non, mais ça m'a fait penser du coup à cette maison d'édition associative qui s'est lancée. J'en parlais justement à la fin de mon papier, qui s'appelle Hystérique et Associés aussi.
qui est une jolie initiative qui partait d'un constat assez simple. C'était celui de dire un ouvrage majeur, fondamental pour les lesbiennes et pour les personnes trans qui s'appelle Stone Butch Blues n'a jamais été traduit en français alors que c'est vraiment un ouvrage majeur. Et du coup, ces personnes ont décidé de monter cette maison d'édition associative dans l'unique but, ou en tout cas dans principal but au départ, de traduire cet ouvrage et de pouvoir enfin l'éditer et qu'on puisse enfin se le procurer en France. Donc il y a quand même quelques initiatives entre ce que nous a dit Rosen et voilà qui se mettent en place et qui arrivent à qui font la promotion finalement de la littérature queer, et c'est plutôt une bonne chose aussi. Super. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi ce Facebook Live. Comme je le disais avant, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo. On y répondra directement en commentaire aussi si on peut répondre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live dans la rédac de Tétu. Salut! Salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo Tétu. Retrouvez-en d'autres ici et là. Et n'oubliez pas de vous abonner.